J'ai trouvé mes parents qui étaient entrés par effraction chez moi avec des déménageurs et avaient emballé toutes mes affaires sans mon consentement. Quand j'ai demandé des explications, maman a déité, reste à l'écart, nous avons décidé que tu donnes thé à maison à Gavin et sa femme enceinte, a-t-elle annoncé d'un ton moqueur. Quand j'ai refusé, papa a lâché sèchement, personne ne t'a rien demandé. Alors j'ai appelé la police. Je m'appelle Anna Walker, j'ai 29 ans, et la maison que mes parents vidaient est la réussite dont je suis le plus fier dans ma vie. Il y a 3 ans, je suis devenu la première personne de ma famille à acheter une propriété. Ce n'était pas facile. Pendant 5 ans, j'ai travaillé à temps plein comme analyste financière chez Meridian Partners pendant la journée et j'ai été barmaid 4 soirs par semaine pour économiser pour un apport. Anna, je t'ai apporté du thé. Stéphanie, ma voisine d'en face, a mis une tasse chaude dans mes mains. Elle avait été témoin de toute la scène et avait appelé la police quand elle avait entendu des cris. As-tu un endroit où rester ce soir? Tu devrais probablement faire changer tes serrures. Merci, ai-je murmuré, la réalité de la situation s'imposant encore à moi. Je pense que je vais appeler un serrurier et rester chez mon amie Megan. Stéphanie a hoché la tête avec sympathie. J'ai pris des photos de tout au cas où tu aurais besoin de preuves. En regardant ma modeste maison de 2 chambres, je me suis souvenu du jour où j'ai eu les clés. Après des mois de guerre d'enchères et de déception, trouver cet endroit m'avait semblé magique. Ce n'était pas luxueux, juste une simple maison de style artisanal construite dans les années 1970 avec un petit jardin et une cuisine démodée, mais c'était la mienne. J'avais peint chaque pièce moi-même, planté des rosiers dans le jardin, et je me sentais enfin installé. Mon frère Gavin avait ri quand il l'avait vu pour la première fois. Tout ce travail pour ce petit endroit. Tu pourrais louer quelque chose de plus sympa en ville. C'était bien Gavin, 32 ans et vivant toujours d'un chèque de paie à l'autre, passant d'un appartement à l'autre et de petit ami en petit ami. Pourtant, mes parents l'ont toujours traité comme s'il avait décroché la lune. Il y a 2 semaines, Gavin a annoncé que sa petite amie Tiffany était enceinte. Ils ne sortaient ensemble que depuis 4 mois, mais mes parents sont immédiatement passés en mode grands-parents. Maman m'a appelé, s'extasiant sur les thèmes de la chambre d'enfant et les baby showers, tandis que j'essayais d'être encourageante malgré mes inquiétudes quant à la capacité de Gavin à être père. Pas une seule fois quelqu'un n'a mentionné de prendre ma maison. Pendant que le serrurier travaillait sur ma porte, je me suis aventuré à l'intérieur pour évaluer les dégâts. Les déménageurs avaient réussi à emballer la plupart de mon salon et de ma chambre avant l'arrivée de la police. Des cartons étaient empilés partout, étiquetés de l'écriture de ma mère. Mais ce qui m'a fait halter, c'est de voir la vitrine vidée de la collection de tasses à thé peintes à la main de ma grand-mère. Ces tasses étaient spéciales. Grand-mère me les avait laissées spécifiquement dans son testament, notant que j'étais la seule petite fille à apprécier leur histoire et leur beauté. Chacune représentait un endroit qu'elle avait visité dans sa vie. Quand j'ai confronté mes parents au sujet de leur emballage, ma mère m'avait physiquement repoussé de la boîte. Ce sont des héritages de famille, pas seulement les tiens, avait-elle lâché. Elles seront magnifiques dans la nouvelle salle à manger de Gavin et Tiffany. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une maison. Mes parents essayaient littéralement de donner ma vie à mon frère. Morceau par morceau, souvenir par souvenir. Je me suis effondré sur le sol au milieu des étagères à moitié vides et j'ai senti quelque chose en moi se durcir de détermination. Ce schéma avait duré toute ma vie, mais il ne continuerait pas. Pas avec ma maison. Plus maintenant. La lumière du matin filtrait à travers mes stores désorganisés, projetant des ombres étranges sur le sol de mon salon. J'avais passé la majeure partie de la nuit à remettre les choses à leur place, bien que de nombreux objets soient restés dans des cartons. Le sommeil avait de toute façon été impossible, mon téléphone s'allumant constamment avec des textos et des appels de membres de la famille. Je l'avais mis en silencieux après le 3e message vocal en colère de mon père. J'ai versé une autre tasse de café et j'ai essayé de donner un sens à tout cela. Peut-être que je pourrais raisonner avec mes parents une fois le choc initial passé. Ils verraient sûrement à quel point ils étaient déraisonnables. La dynamique de notre famille avait toujours été déséquilibrée. Quand nous étions enfants, Gavin recevait du nouvel équipement de baseball tandis que je recevais du matériel d'art de seconde main. Il allait en colonie de vacances pendant que je restais chez notre tante. Pour mon diplôme de fin de lycée, j'ai reçu une carte avec $50. Gavin a eu une voiture pour le sien. Le schéma était si familier que j'avais cessé de le remettre en question. C'est différent avec les garçons, disait maman.
Chaque fois que je rassemblais le courage de souligner la disparité, Gavin a besoin de plus de soutien pour réussir. J'ai composé le numéro de mes parents, répétant ce que j'allais dire. Ma mère a répondu à la première sonnerie. Anna, j'espère que tu as retrouvé la raison, a-t-elle dit sans préambule. Maman, nous devons parler de ce qui s'est passé hier. J'ai gardé ma voix stable. Ce que papa et toi avez fait était illégal. On ne peut pas simplement prendre la maison de quelqu'un. Ce n'est pas la maison de quelqu'un. C'est une affaire de famille. Ton frère a perdu son appartement le mois dernier. Avec le bébé qui arrive, ils ont besoin de stabilité. C'était nouveau pour moi. Gavin a perdu son appartement. Pourquoi? Une pause. Quelques problèmes avec le propriétaire. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que ta maison est parfaite pour eux. 3 chambres. Ce petit bureau. Ça pourrait être une chambre d'enfant. Le jardin. Ma maison n'a que 2 chambres, maman, ai-je interrompu. Eh bien, le bureau peut être converti. Anna, tu es célibataire sans aucune perspective. As-tu vraiment besoin de tout cet espace? La cruauté désinvolte de son évaluation m'a piqué, mais j'ai continué. Pourquoi ne pouvez-vous pas les aider à trouver un autre endroit? Je pourrais même aider à leur recherche. Parce que nous avons déjà décidé. La voix de mon père a soudainement retenti dans le haut-parleur. Il devait écouter sur un autre téléphone. Cette famille s'est toujours soutenue mutuellement et en ce moment, Gavin a besoin de soutien. Si tu ne peux pas voir ça, peut-être que tu ne devrais plus te considérer comme faisant partie de cette famille. La menace flottait dans l'air entre nous. Avant que je puisse répondre, ma mère a de nouveau parlé, sa voix plus douce. Ma chérie, nous avons contribué à ton apport, tu te souviens? Considérez ça comme un remboursement. C'était vrai. Il m'avait donné $8000 pour mon apport. J'avais été immensément reconnaissante et j'avais essayé de les rembourser, mais ils avaient insisté sur le fait que c'était un cadeau. Maintenant, cela ressemblait à un piège. Je vous rembourserai l'argent avec intérêt, ai-je dit fermement. Mais la maison est légalement à moi. Mon nom est sur l'acte de propriété et l'hypothèque. On verra ça, a marmonné mon père. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans un silence stupéfait. Puis j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Mon double de clé de maison avait disparu de son crochet près de la porte. J'en gardais toujours une là et une autre dans mon sac à main. J'ai immédiatement rappelé un serrurier, mais avant qu'il n'arrive, j'ai entendu des clés dans ma porte d'entrée. Je me suis précipité vers l'entrée juste au moment où la porte s'ouvrait, révélant Gavin et une femme blonde que je supposais être Tiffany. Ils se sont figés en me voyant. « Qu'est-ce que tu fais ici » a demandé Gavin, l'air sincèrement confus. « J'habite ici. » La question est, qu'est-ce que tu fais avec les clés de ma maison? Tiffany a eu la décence d'avoir l'air embarrassée, mais l'expression de Gavin s'est durcie pour ressembler à celle de notre père. Maman et papa ont dit qu'on pouvait emménager cette semaine. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient de tout avec toi. En entrant par effraction et en emballant mes affaires, Gavin, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux pas avoir ma maison. Stéphanie est apparue à la porte derrière eux, tenant son téléphone. Tout va bien, Anna? J'ai entendu des voix. Reconnaissante de sa présence, je me suis redressé. Mon frère et sa petite amie s'en allaient justement. Ils ont cru par erreur qu'ils pouvaient emménager ici. Par erreur? La voix de Gavin s'est élevée. Maman et papa nous ont promis cette maison il y a 3 mois. Nous avons déjà donné notre préavis à notre appartement. La révélation m'a frappé comme un coup physique. 3 mois. Il ne m'en avait jamais parlé. Pas une seule fois. Tiffany a tiré sur le bras de Gavin. Peut-être qu'on devrait y aller. Ce n'est pas fini, a-t-il sifflé en se retirant. Tu as toujours été égoïste, Anna. Ne pensant toujours qu'à toi. Nous allons avoir un bébé. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Après leur départ, Stéphanie m'a aidé à fouiller la maison. Nous avons découvert que non seulement mes parents avaient pris un double de clés, mais qu'ils avaient aussi complètement changé la serrure de la porte arrière. La violation me semblait totale. Ils avaient planifié cela pendant des mois, prenant des décisions concernant ma propriété, ma vie, sans même me considérer comme une partie à la conversation. Le lendemain matin, samedi,
je me suis réveillé au son d'une portière de voiture claquant devant ma maison. En regardant à travers les stores, mon estomac s'est noué. Le SUV de mes parents était de nouveau garé dans mon allée, et il s'approchait de ma porte d'entrée d'un pas déterminé. Cette fois, ils avaient Gavin et Tiffany avec eux. Après la confrontation de la veille, j'avais installé un système de sécurité avec une sonnette vidéo. J'ai regardé via l'application comment mon père appuyait à plusieurs reprises sur la sonnette, puis a commencé à frapper à la porte quand je n'ai pas répondu. « Anna, ouvre cette porte tout de suite. » Sa voix parvenait clairement par le haut-parleur. J'ai envoyé un texto à Stéphanie pour l'alerter de ce qui se passait, puis j'ai appelé la ligne non urgente de la police pour signaler des intrus sur ma propriété. Avec la nouvelle ordonnance restrictive en cours de traitement, il ne pouvait légalement pas être là. À travers l'application, j'ai entendu ma mère parler à Tiffany. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous allons régler ça. Anna fait juste son cinéma comme d'habitude. » « Je ne sais pas, Carole, » a répondu Tiffany, l'air incertain. « Si elle ne veut pas de nous ici. » N'importe quoi. La famille est de la famille. Anna a plein d'argent pour trouver un nouvel endroit. Elle fait juste des difficultés parce qu'elle a toujours été jalouse de l'attention que nous portons à Gavin. J'ai senti mon visage rougir de colère. Le récit qu'ils avaient construit sur moi était si loin de la réalité. Dans leur histoire, j'étais l'égoïste pour ne pas avoir abandonné tout ce pour quoi j'avais travaillé. J'ai vu Gavin faire le tour de mon jardin, cherchant probablement un autre moyen d'entrer. Quelques instants plus tard, j'ai entendu un fracas venant de ma cuisine. Il était de nouveau en train d'entrer par effraction. Me précipitant vers la cuisine, j'ai trouvé Gavin à mi-chemin par ma fenêtre, qu'il avait forcé. « Sors de ma maison », ai-je crié, composant déjà le 911 sur mon téléphone. « Écoute-moi », a-t-il plaidé, mais a continué à grimper. Nous devons en parler comme des adultes. Les adultes n'entrent pas par effraction chez les autres. J'appelle la police. Son visage s'est tordu de colère. Tu ferais ça à ton propre frère, à ta famille? Vous avez cessé d'agir comme une famille quand vous avez essayé de voler ma maison. Alors que je parlais à l'opérateur des urgences, mes parents et Tiffany se sont précipités à l'arrière de la maison. Voyant ce qui se passait, ma mère a commencé à pleurer de façon dramatique tandis que mon père essayait de me raisonner à travers la fenêtre ouverte. Anna, sois raisonnable. Où Gavin et Tiffany sont-ils censés aller? Ils ont plus besoin de cette maison que toi. Ce n'est pas mon problème à résoudre, ai-je répondu, surprise de ma propre fermeté. Et entrer par effraction chez moi 2 fois est un crime. Nous avons contribué à cette maison, a crié mon père. Nous avons des droits. Gavin, toujours à moitié dans ma fenêtre, a soudainement semblé incertain. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par vous avez contribué? Vous m'avez dit que la maison d'Anna était pratiquement un cadeau de votre part. Un lourd silence est tombé. Mes parents ont échangé des regards. Eh bien, a commencé ma mère avec hésitation, nous avons aidé avec l'apport. 8 000 $, ai-je précisé, sur une maison à 300 000 $ dont je paie l'hypothèque depuis 3 ans. Pas vraiment pratiquement un cadeau. Gavin s'est tourné vers nos parents, la confusion évidente sur son visage. Vous m'avez dit que vous aviez payé la majeure partie de la maison, qu'Anna n'avait presque rien contribué. Vous avez dit que c'est pour ça que c'était juste qu'elle nous la donne. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose se briser dans l'expression de Gavin. La prise de conscience qu'il avait été manipulé. Avant que quiconque puisse répondre, les sirènes de police ont retenti au loin. Vous devez partir maintenant, leur ai-je dit fermement. Vous tous. Mais il était trop tard. 2 voitures de police se sont arrêtées devant ma maison, et des officiers se sont approchés avec prudence. Voyant Gavin toujours à ma fenêtre, ils lui ont immédiatement ordonné de reculer avec les mains visibles. Ce qui a suivi fut le chaos. Mon père a essayé de discuter avec les officiers, prétendant que c'était un conflit familial et non une affaire de police. Ma mère se lamentait sur les enfants ingrats. Tiffany se tenait silencieusement, l'air de plus en plus mal à l'aise avec toute la situation. Quand les officiers m'ont demandé si je voulais porter plainte, je n'ai hésité qu'un bref instant avant de hocher la tête. Oui, c'est la 2e tentative d'effraction en 2 jours. Alors qu'ils me notaient mon père et mon frère, ma mère s'est jetée sur moi, le visage tordu de rage. Après tout ce que nous avons fait pour toi, espèce de fille ingrate et égoïste. Tu n'es plus ma fille. L'officier qui la retenait m'a regardé avec sympathie alors qu'ils emmenaient ma famille.
des voisins s'étaient rassemblés dans la rue pour assister au spectacle, et j'ai ressenti un profond sentiment de honte. Même si je n'avais rien fait de mal, c'était ma famille, dysfonctionnelle, manipulatrice, et maintenant emmenée dans des voitures de police depuis mon jardin. Tiffany, qui n'avait pas été impliquée dans la tentative d'effraction, a été autorisée à partir seule. Avant de monter dans sa voiture, elle s'est approchée de moi avec prudence. « Je suis désolée pour tout ça », a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Je ne savais pas. Je veux dire, Gavin m'a dit que tes parents nous donnaient la maison comme cadeau de naissance. Je n'ai jamais pensé. Je l'ai étudiée attentivement. Elle avait l'air jeune, probablement au milieu de la vingtaine, et sincèrement affligée. « De combien de mois es-tu » ai-je demandé. Sa main est allée instinctivement vers son ventre encore plat. « 12 semaines, a-t-elle murmuré, puis a ajouté. Gavin dit que c'est une bénédiction, mais honnêtement, ce n'était pas prévu. Nous ne sommes ensemble que depuis 4 mois. Quelque chose dans son ton m'a rendue méfiante. « Es-tu heureuse pour le bébé, Tiffany ?» Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne sais plus. Tout arrive si vite. Elle a jeté un coup d'œil vers les voitures de police. Je devrais y aller. Je dois trouver quoi faire pour la caution. Alors qu'elle s'éloignait, je ne pouvais me défaire du sentiment qu'il y avait plus dans son histoire qu'elle ne le disait. Mais j'avais mon propre désordre à gérer, à commencer par la fenêtre de cuisine cassée et les décombres émotionnels d'avoir fait arrêter ma famille sur ma propriété. Le lundi matin est arrivé avec un ciel gris et un sentiment d'irréalité. Après avoir consulté un ami qui travaillait dans le droit, j'avais décidé d'engager un véritable avocat. Jennifer Lawson était spécialisée dans les litiges immobiliers et le droit de la famille et avait accepté de me rencontrer dès le lundi matin. D'après ce que vous m'avez dit, votre position est très solide, a dit Jennifer après que j'ai raconté les événements du week-end. Son bureau était chaleureux et accueillant, avec des plantes sur toutes les surfaces et des diplômes tapissant le mur. La maison est à votre nom seul, vous avez effectué les paiements hypothécaires, et vous avez des preuves des effractions. Et l'argent que mes parents ont contribué, ai-je demandé, toujours inquiète de ce détail. À moins qu'il n'ait des documents montrant qu'il s'agissait d'un prêt avec la maison comme garantie, cela serait considéré comme un don. Même s'ils essaient de revendiquer une propriété partielle, leurs actions, entrer par effraction et retirer vos biens sans permission, sapent gravement toute réclamation civile qu'ils pourraient faire. J'ai hoché la tête, soulagée, mais toujours anxieuse. Ils ont été libérés sous caution. Que se passe-t-il ensuite? Les accusations criminelles suivront leur cours séparément. Pour l'instant, je recommande que nous déposions une demande d'ordonnance restrictive formelle et que nous envoyions une lettre de mise en demeure concernant toute réclamation sur votre propriété. Elle a tapoté son stylo, pensive. Avez-vous parlé à votre frère depuis l'incident? Non. Il a appelé plusieurs fois hier, mais je n'ai pas répondu. Cela pourrait valoir la peine d'entendre ce qu'il a à dire, dans un lieu public avec des témoins. Parfois, les membres d'une famille peuvent être montés les uns contre les autres par la manipulation. Il pourrait être une victime dans cette affaire aussi. J'ai considéré son conseil sur le chemin du travail. La pensée de faire face à Gavin après tout ce qui s'était passé me retournait l'estomac. Mais Jennifer avait raison. Je devais comprendre la situation dans son ensemble. Mon bureau me semblait être un sanctuaire de normalité après le chaos du week-end. En tant qu'analyste financière, mes journées étaient remplies de feuilles de calcul et de projections, des choses qui avaient un sens et suivaient des règles. Je venais de m'installer à mon bureau quand mon téléphone a sonné. Ma cousine Lily. Anna, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Tante Carole a appelé ma mère en pleurant, disant que tu les avais fait arrêter. J'ai soupiré. C'est une longue histoire, Lily. Eh bien, j'ai le temps, parce qu'en ce moment, le chat de groupe de la famille explose de gens qui disent que tu essaies de rendre Gavin et sa petite amie enceinte sans abri. Pendant les 20 minutes suivantes, j'ai expliqué tout ce qui s'était passé. Lily a écouté sans interrompre, puis a sifflé bas quand j'ai terminé. C'est... Waouh. Pas du tout comme tante Carole l'a décrit. Elle raconte à tout le monde qu'ils t'aidaient juste à faire tes valises pour des vacances surprises qu'ils avaient prévues pour toi et que tu es devenue folle et que tu as appelé les flics. C'est complètement faux, ai-je dit, la colère montant de nouveau. Ils sont entrés par effraction chez moi pour la donner à Gavin. Je te crois, m'a assuré Lily. Honnêtement, ça correspond à la façon dont ils vous ont toujours traité tous les deux.
Tu te souviens de ton 16e anniversaire quand ils ont donné à Gavin une nouvelle console de jeu parce qu'il était triste pour ta fête? Le souvenir piquait. Écoute, peux-tu juste dire la vérité aux gens? Si ça revient sur le tapis. Je n'ai pas l'énergie de me défendre auprès de toute la famille élargie. Bien sûr. Et Anna, je suis désolé que cela arrive. Ce n'est pas juste. Après avoir raccroché, j'ai vérifié mes emails et j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Une lettre d'apparence officielle de mes parents m'avait été scannée et envoyée. Elle détaillait toute l'aide financière qu'ils m'avaient fournie au fil des ans, de mes manuels universitaires à l'apport pour ma maison, avec l'affirmation que ce n'étaient pas des cadeaux mais des prêts qui devaient être remboursés immédiatement. Selon leurs calculs, je leur devais près de 40 000 $. J'ai immédiatement transféré l'email à Jennifer. Sa réponse est arrivée dans l'heure. Cela ressemble à une tentative de vous mettre la pression. Le timing le rend vengeur. Conservez toutes les communications de ce type. Cela est de notre cas. Ce soir-là, j'ai finalement accepté de rencontrer Gavin dans un café du centre-ville. Je suis arrivé en avance et j'ai choisi une table avec une vue dégagée sur l'entrée et la sortie, me sentant ridicule de traiter mon propre frère comme une menace, mais incapable de me défaire de mon anxiété. Il avait l'air terrible quand il est arrivé, mal rasé avec des cernes sous les yeux. Il a commandé un café et s'est assis en face de moi, sa posture défensive. « Merci de me rencontrer », a-t-il commencé. « Écoute, les choses ont dérapé, et je suis désolé pour ça. Mais tu dois comprendre la position dans laquelle Tiffany et moi nous trouvons. Je comprends que tu as perdu ton appartement et que tu as besoin d'un endroit où vivre, ai-je répondu d'un ton neutre. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as pensé que prendre ma maison était la solution. Gavin s'est tortillé mal à l'aise. Maman et papa ont dit que tu avais accepté il y a des mois. Ils ont dit que tu prévoyais de déménager dans un appartement en ville de toute façon. Et comme j'attends un bébé. Ils t'ont menti, Gavin. Ils ne m'ont jamais parlé de tout ça. Il avait l'air sincèrement choqué. Mais ils m'ont montré des textos de toi. Ce n'était pas de moi. Réfléchis. M'as-tu réellement parlé de ça directement, ne serait-ce qu'une fois? La prise de conscience s'est faite sur son visage, rapidement remplacée par la colère. Ils m'ont piégé, m'ont fait passer pour le méchant. Tu es entré par effraction chez moi 2 fois. Parce que je pensais que tu avais accepté. Il a passé ses mains dans ses cheveux, frustré. Je vais être père, Anna. Je suis terrifié. Quand maman et papa nous ont offert ta maison, j'ai eu l'impression que tout s'arrangeait enfin. Un instant, j'ai ressenti une pointe de sympathie pour mon frère. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Gavin, pourquoi as-tu perdu ton appartement? Il n'a pas voulu croiser mon regard. J'ai eu des problèmes pour payer le loyer. Quel genre de problème? Après une longue pause, il a admis, je me suis remis au poker. J'ai perdu quelques grosses parties, j'ai pris du retard dans les paiements. Le jeu, bien sûr. C'était un problème depuis l'université, avec des cycles de guérison et de rechute. Nos parents l'avaient renfloué d'innombrables fois. Combien dois-tu? Environ 15 000 à des gens. Pas très patient. Soudain, le désespoir de nos parents prenait plus de sens. Ils n'essayaient pas seulement de subvenir aux besoins de la nouvelle famille de Gavin. Ils essayaient de résoudre ses dettes de jeu. Est-ce que maman et papa t'ont donné de l'argent pour ça? Il a hoché la tête. Ils ont maximisé leur carte de crédit pour m'aider. Papa a pris une 2e hypothèque sur leur maison l'année dernière après une mauvaise passe. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Mes parents ne faisaient pas que du favoritisme. Ils se noyaient financièrement à cause de la dépendance de Gavin et s'étaient en quelque sorte convaincus que prendre ma maison était la solution à tous leurs problèmes. Au fur et à mesure de notre conversation, Gavin a révélé des détails plus troublants. Nos parents avaient apparemment promis d'aider le jeune couple avec les dépenses liées au bébé et au logement, promesse qu'ils ne pouvaient en fait pas se permettre de tenir. Le plan de prendre ma maison était apparu comme leur tentative désespérée de remplir ces promesses sans admettre leurs propres problèmes financiers. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a dit Gavin avec hésitation alors que notre rencontre touchait à sa fin. À propos de la grossesse de Tiffany. Avant qu'il ne puisse continuer, son téléphone a sonné. Il a regardé l'écran et a grimacé. C'est papa. Je devrais prendre cet appel. La révélation qu'il s'apprêtait à faire est restée inexprimée. En le regardant s'éloigner pour prendre l'appel,
je ne pouvais m'empêcher de penser que nous n'avions fait qu'effleurer la surface de ce désastre familial. 2 semaines se sont écoulées dans un calme relatif. L'ordonnance restrictive contre mes parents avait été accordée, les empêchant de s'approcher à moins de 100 pieds de moi ou de ma propriété. Gavin avait cessé de répondre à mes appels après notre rencontre au café, et je me demandais si nos parents l'avaient poussé à couper le contact. Les poursuites pénales pour effraction et cambriolage suivaient leur cours, avec une date d'audience fixée pour le mois prochain. Pendant ce temps, Jennifer avait répondu à la demande de remboursement de prêt de mes parents par une lettre fermement rédigée, niant toute dette de ce type et mettant en garde contre tout harcèlement supplémentaire. La vie s'installait dans une nouvelle normalité, où je sursautais au moindre bruit inattendu et vérifiais obsessionnellement l'application de ma caméra de sécurité. Mon rendement au travail avait souffert. J'avais du mal à me concentrer sur les projections trimestrielles alors que ma vie personnelle était en plein bouleversement. Walker, 1 minute. Mon patron, Richard, m'a appelé dans son bureau un mercredi après-midi pluvieux. Je me suis préparé à une réprimande pour ma récente distraction. Au lieu de cela, Richard a fermé la porte et a parlé avec une douceur surprenante. Anna, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu as l'air stressée ces derniers temps. Tout va bien ? Sa préoccupation sincère a brisé mon sang-froid soigneusement entretenu. À mon grand désarroi, je me suis retrouvé en larmes en lui donnant une version abrégée de la situation. Richard a écouté attentivement, son expression devenant de plus en plus inquiète. Quand j'ai terminé, il a poussé une boîte de mouchoirs vers moi et s'est adossé à son fauteuil. C'est beaucoup à gérer. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ? Nous aurions pu t'arranger quelques jours de congé ou des horaires flexibles. Je ne voulais pas amener de problèmes personnels au travail, ai-je admis. Et honnêtement, j'ai eu peur de prendre des congés. La routine m'aide. Je comprends ça. Mais tu dois prendre soin de toi. Il a tapoté son stylo contre le bureau, pensif. Le dossier Peterson peut attendre la semaine prochaine. Prends demain et vendredi de congé. Ça te fera un week-end de 4 jours pour te reposer et t'occuper de ce dont tu as besoin. Sa gentillesse était si inattendue que j'ai senti de nouvelles larmes menacées. Merci. J'apprécie ça plus que vous ne l'imaginez. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Il faut qu'on se parle. C'est important. Rendez-vous demain. Tiffany. J'ai hésité, me souvenant de la fin abrupte de notre dernière interaction. De quoi la petite amie de Gavin pouvait-elle bien vouloir discuter ? Après avoir examiné les risques potentiels, j'ai accepté de la rencontrer dans un restaurant près de mon bureau le lendemain. Tiffany est arrivée l'air nerveuse, regardant constamment autour d'elle comme si elle craignait d'être suivie. Nous avons commandé à déjeuner, bien qu'aucune de nous ne semblait particulièrement intéressée par la nourriture. Merci de me rencontrer, a-t-elle commencé en tripotant sa serviette. Gavin ne sait pas que je suis là. Personne ne le sait. De quoi s'agit-il, Tiffany ? Elle a pris une profonde inspiration. Je ne suis pas enceinte. Les mots sont restés en suspens entre nous pendant que je traitais leur signification. Mais toute la raison de prendre ma maison était de subvenir aux besoins de votre bébé. Il n'y a pas de bébé. Il n'y en a jamais eu. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. C'était l'idée de Gavin. Il pensait que ses parents nous aideraient financièrement s'ils croyaient que nous attendions un enfant. Puis ça a dégénéré. Je me suis adossé, stupéfaite par la révélation. Donc toute cette histoire, l'effraction, le drame familial, tout ça était basé sur un mensonge. Tiffany a hoché la tête, misérablement. Au début, ça devait juste être une chose à court terme. Gavin avait des problèmes avec des dettes de jeu et il pensait que faire semblant que j'étais enceinte pousserait ses parents à l'aider. Puis ils ont eu cette idée à propos de ta maison. Et soudain, nous étions trop engagés pour faire marche arrière. Pourquoi me dis-tu ça maintenant ? Parce que c'est mal. Et parce que... Elle a hésité, baissant les yeux sur sa salade à peine touchée. Le jeu de Gavin est pire que jamais. Il a perdu l'argent de la caution que ses parents lui ont donnée. Il parle d'emprunter à nouveau à ces gens effrayants, et je ne peux plus vivre comme ça. Je l'ai étudié attentivement, essayant de déterminer si c'était encore une autre manipulation. As-tu des preuves de ce que tu dis ? Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti son téléphone, me montrant une série de messages textes entre elle et Gavin discutant de la fausse grossesse et de la façon de maintenir le mensonge. Puis elle m'a montré une application de calendrier suivant son cycle menstruel réel. Des règles régulières,
pas de moi manqué. Je voulais tout avouer il y a des semaines, mais Gavin a dit que ses parents le renieraient s'il l'apprenait. Et puis avec l'arrestation et tout. Elle s'est essuyé les yeux. Je n'ai pas signé pour tout ça. Nous ne sortons ensemble que depuis 6 mois, pas 4, comme ils te l'ont dit. Je l'aimais bien, mais je n'ai jamais accepté tous ces mensonges. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je le quitte. J'ai déjà fait mes valises. Je pensais juste que tu méritais de savoir la vérité. Et je témoignerai si tu en as besoin pour ton procès. Alors que Tiffany se préparait à partir, elle a hésité. Il y a une dernière chose que tu devrais savoir. Tes parents ont de graves problèmes financiers. Ils paient les dettes de jeu de Gavin depuis des années, et ça a vidé leur compte de retraite. Je les ai entendus parler de vendre ta maison s'ils l'obtenaient. Ils ont besoin de l'argent, eux aussi. Cette dernière information a complété le puzzle. Mes parents n'avaient pas seulement fait du favoritisme en donnant ma maison à Gavin. Ils avaient essayé de résoudre leur propre crise financière créée par des années à entretenir sa dépendance. Ce soir-là, alors que je digérais tout ce que Tiffany m'avait dit, j'ai reçu un appel de ma mère. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Anna, ne raccroche pas, sa voix semblait tendue. Nous devons parler d'eux. Maman, de la fausse grossesse, des dettes de jeu de Gavin, ou de la façon dont papa et toi avez prévu de vendre ma maison pour régler vos problèmes financiers? Un long silence a suivi. Comment as-tu? Tiffany m'a tout dit. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu mentir sur quelque chose d'aussi sérieux qu'un bébé? Tu ne comprends pas, la voix de ma mère s'est durcie. Ton frère a une maladie. La dépendance est une maladie. Et vous avez essayé de l'aider en l'entretenant, en volant ma maison. Ce n'est pas de l'aide. C'est de la codépendance. N'utilise pas ces mots de thérapie avec moi, jeune fille. Nous avons fait ce que nous devions faire pour cette famille. Non, vous avez fait ce qui était le plus facile, prendre ce qui m'appartient au lieu de vous attaquer réellement aux vrais problèmes. Encore une fois. La conversation a dégénéré à partir de là, ma mère alternant entre la colère défensive et des appels larmoyants à la compréhension. Quand elle a finalement demandé si j'abandonnerais les charges pour le bien de la famille, j'ai atteint mon point de rupture. La famille ne se vole pas. La famille ne ment pas et ne manipule pas. Ce que vous avez fait n'est pas de l'amour. C'est toxique, et je n'en ferai plus partie. J'ai raccroché et bloqué son numéro, puis j'ai fait de même avec celui de mon père. Le soulagement que j'ai ressenti a été immédiat et écrasant, comme si je déposais un fardeau que je ne réalisais pas que je portais depuis toute ma vie. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un email d'une adresse inconnue. Ma tante Suzanne, la sœur de mon père, que je voyais rarement. L'objet disait simplement « Je sais ce qu'ils ont fait ». L'email contenait des années de transferts financiers documentés de mes parents à Gavin, ainsi que des preuves de la deuxième hypothèque sur leur maison et de leur carte de crédit maximisée. Suzanne, une comptable, les avait aidés à organiser leurs finances et avait reconstitué l'étendue de leur comportement d'entretien de la dépendance. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont ils ont géré cela, a-t-elle écrit. Entretenir la dépendance de Gavin tout en négligeant tes besoins a été leur schéma depuis trop longtemps. Je pensais que tu devrais avoir tous les faits. La dernière pièce jointe était une page de journal scanné de l'écriture de ma mère, une liste de prêts qu'elle m'avait fait au fil des ans avec des notes sur la façon dont chacun assurerait ma conformité et ma gratitude. Voir ma vie détaillée comme une série de transactions conçues pour me contrôler a été la confirmation finale dont j'avais besoin. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la manipulation. Et il était temps que ça s'arrête. À l'approche de la date du procès, la pression de la famille élargie s'est intensifiée. Des cousins à qui je parlais à peine m'ont envoyé des messages me pressant de reconsidérer, affirmant que la famille doit rester soudée, et que tout le monde fait des erreurs. Mes grands-parents ont appelé pour me rappeler à quel point mes parents s'étaient sacrifiés pour Gavin et moi en grandissant. Il semblait que tout le monde avait une opinion, et peu était de mon côté. Un soir, alors que je triais une autre série de textos émotionnellement manipulateurs, ma sonnette a retenti. À travers la caméra de sécurité, j'ai vu Gavin debout sur mon porche, seul et l'air abattu. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invité à entrer. Que veux-tu, Gavin? Tiffany m'a quitté. Sa voix était plate. Elle m'a dit qu'elle t'avait parlé. C'est vrai. Il a hoché la tête lentement. Je m'en doutais. Puis-je entrer,
s'il te plaît? Je veux juste parler. L'ordonnance restrictive ne s'applique qu'à maman et papa. S'il te plaît, Anna, 5 minutes. À contre-cœur, je l'ai laissé entrer dans le salon, mais je suis resté debout, les bras croisés sur la défensive. J'ai tout gâché, a-t-il commencé. Le jeu, le mensonge sur le bébé, tout. J'ai touché le fond et j'ai entraîné tout le monde avec moi. Pourquoi, Gavin? Pourquoi as-tu pensé que c'était acceptable de prendre ma maison? Il s'est affalé sur le canapé, la tête entre les mains. Ça ne devait pas aller aussi loin. Quand j'ai parlé à maman et papa de la fausse grossesse, ils ont immédiatement commencé à planifier comment nous aider. Ils ont suggéré que nous emménagions temporairement avec eux, mais leur maison est trop petite. Puis maman a eu l'idée que puisque tu es célibataire, tu pourrais déménager et nous laisser ta place. Et tu as simplement accepté ça sans même me parler? Ils ont dit qu'ils s'en occuperaient, que tu comprendrais parce que la famille passe avant tout. Il a levé les yeux, son expression peinée. Je voulais les croire parce que ça résolvait tous mes problèmes. Les dettes de jeu, l'expulsion, Tiffany qui menaçait de partir. J'étais désespéré. Je suis resté impassible. Ça n'excuse pas ce que tu as fait. Je sais. Je ne demande pas le pardon. Je veux juste. Il a dégluti difficilement. Je vais en cure de désintoxication, pour de vrai cette fois. Il y a un établissement au Colorado spécialisé dans la dépendance au jeu. Je commence la semaine prochaine. Comment vas-tu payer pour ça? L'assurance de mon travail en couvre une partie. Tante Suzanne m'aide pour le reste. C'est la seule qui semble comprendre que ce dont j'ai besoin, c'est d'un traitement, pas de renflouement. Pour la première fois, j'ai ressenti une lueur d'espoir pour mon frère. Je suis contente que tu cherches de l'aide. Vraiment. Maman et papa ne le savent pas encore. Ils essaient toujours de trouver des moyens de me sortir de ce pétrin sans que j'aie à changer. Il s'est levé, se dirigeant vers la porte. Je voulais que tu saches que je suis désolé. Vraiment désolé. Ce qu'ils t'ont fait, ce que je les ai aidés à faire, était mal. Après son départ, je suis resté assise en silence, digérant la conversation. Mon téléphone a sonné. Jennifer, mon avocate. Anna, je viens d'apprendre que tes parents tentent d'intenter une action civile en revendiquant la propriété partielle de ta maison sur la base de leur contribution financière. J'ai fermé les yeux, une vague de fatigue m'envahissant. Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent essayer, mais leur dossier est faible, surtout compte tenu des accusations criminelles en suspens contre eux. Cela semble être un geste désespéré. Elle a fait une pause. Il y a autre chose. J'ai reçu un appel d'une femme nommée Tiffany qui dit avoir des preuves pertinentes pour ton cas. Des messages textes, des conversations enregistrées. Elle m'a contacté directement. Oui, elle semble désireuse d'aider. Si ce qu'elle dit est vrai, son témoignage pourrait être extrêmement précieux. Le lendemain, j'ai rencontré Jennifer et Tiffany pour examiner les preuves. Tiffany avait documenté plus que je ne l'avais imaginé. Des enregistrements vocaux de conversations avec mes parents discutant de la fausse grossesse et des plans pour ma maison, des échanges de textos avec Gavin sur la façon de maintenir le mensonge. Même des photos de ma mère faisant l'inventaire de mes biens lors de la première effraction. Pourquoi as-tu documenté tout ça? Lui ai-je demandé. Tiffany a baissé les yeux sur ses mains. Ça a commencé comme de l'autoprotection. J'étais mal à l'aise avec les mensonges et je pensais que si les choses tournaient mal, j'aurais besoin de preuves que j'avais été contrainte. Puis c'est juste devenu une habitude. Alors que nous préparions les preuves pour le tribunal, j'ai reçu un appel inattendu de mon père. Contre l'avis de Jennifer, j'ai répondu. Anna, ça a assez duré, a-t-il commencé sans préambule. Ta mère est au plus mal. Elle peut à peine sortir du lit. C'est ce que tu voulais. Ce que je voulais, c'était d'être traité avec respect, papa. De ne pas voir ma maison cambriolée et mes biens emballés sans mon consentement. Nous avons eu un revers, oui, mais nous sommes toujours tes parents. Tu ne peux pas simplement. Un revers, ai-je interrompu, incrédule. Vous avez enfreint la loi. Vous m'avez menti, à Gavin, à tout le monde, et maintenant vous essayez de me poursuivre en justice pour ma maison. Un lourd silence a suivi. Nous avons besoin de cet argent, Anna, a-t-il finalement dit, sa voix plus basse. Nous avons dépensé tout ce que nous avions pour aider ton frère. Nos comptes de retraite sont vides.
La deuxième hypothèque. Nous ne pouvons plus faire les paiements. Pour la première fois, j'ai entendu une peur sincère dans la voix de mon père. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe de sympathie. Pas assez pour céder, mais assez pour offrir une alternative. Laisse tomber le procès, papa. Admets que ce que tu as fait était mal. Cherchez de l'aide pour vous-même et pour Gavin. Si vous faites ça, j'envisagerai de vous aider financièrement. Pas avec ma maison, mais peut-être avec un plan de paiement pour votre hypothèque. Nous ne pouvons rien admettre avec ces accusations en suspens, a-t-il répondu, son ton se durcissant à nouveau. Si tu veux vraiment aider, abandonne les poursuites, et nous pourrons régler ça en famille. Ça n'arrivera pas, alors, je suppose qu'on se verra au tribunal. La ligne a été coupée. La veille de l'audience prévue, j'ai développé une grave migraine à cause du stress. Le soir, la douleur était si intense que mon amie Megan a insisté pour m'emmener aux urgences. Le médecin m'a diagnostiqué un stress aigu et une déshydratation, me gardant en observation pour la nuit. Allongé dans le lit d'hôpital, un sentiment de tristesse écrasant m'a envahi. Comment en étions-nous arrivés là? Mes propres parents étaient prêts à me détruire financièrement et émotionnellement plutôt que de faire face aux conséquences de leurs actes. Le lendemain matin, alors que j'étais sur le point de sortir, mon téléphone a sonné. Encore Tiffany. Anna, quelque chose s'est passé. Tes parents ont découvert que j'allais témoigner. Ils sont venus à mon appartement la nuit dernière pour essayer de me convaincre de changer mon histoire. Mon cœur s'est emballé. Est-ce que ça va? Je vais bien, mais ça a mal tourné. Ta mère a commencé à crier quand j'ai refusé. Des voisins ont appelé la police. Sa voix a vacillé. Ils ont de nouveau été arrêtés pour avoir violé l'ordonnance restrictive contre toi, car ils ont admis qu'ils essayaient d'interférer avec ton procès. La nouvelle aurait dû être une victoire, mais elle m'a juste semblé tragique. Mes parents avaient maintenant été arrêtés 2 fois dans leur tentative désespérée de prendre ce qui était à moi. Jennifer a appelé peu de temps après pour confirmer. La police a enregistré l'incident. Vos parents ont violé l'ordonnance restrictive et ont admis avoir tenté d'intimider un témoin. Le procureur envisage des accusations supplémentaires. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Compte tenu de ces développements, le juge pourrait considérer l'affaire plus sérieusement. Le procès civil sera probablement rejeté comme étant une mesure de rétorsion. Elle a fait une pause. Anna, je sais que c'est difficile, mais légalement parlant, cela renforce considérablement notre position. En raccrochant, j'ai pensé à mon frère entrant en cure de désintoxication, à mes parents faisant face à de multiples accusations criminelles, et au reste brisé de ce qui avait été autrefois une famille. Il n'y avait pas de gagnant ici, seulement des degrés variables de perte. Mais au milieu des décombres, j'ai trouvé un étrange sentiment de clarté. Pour la première fois de ma vie, je ne me contorsionnais pas pour m'adapter au dysfonctionnement de ma famille. Je me tenais fermement dans ma propre vérité, protégeant ce qui était à moi, et refusant d'être manipulé plus longtemps. Cela faisait profondément mal, mais cela ressemblait aussi au début de quelque chose d'essentiel, la liberté. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, avec des bancs en bois usés et un éclairage fluorescent qui donnait à tout le monde un air légèrement malade. J'étais assise à côté de Jennifer, me concentrant sur ma respiration en attendant le début des débats. Mes parents sont entrés avec leur avocat, un homme à l'air pressé avec un costume froissé. Ils n'ont pas regardé dans ma direction. Gavin n'était pas présent. Il était déjà parti pour le centre de réhabilitation au Colorado. Tiffany était assise de notre côté de la salle d'audience, serrant nerveusement son dossier de preuve. Alors que le juge entrait et que l'affaire était appelée, je me sentais étrangement calme. Les semaines d'anxiété s'étaient consumées, ne laissant qu'une détermination tranquille à aller jusqu'au bout. Le procureur a présenté l'affaire efficacement, effraction et cambriolage, tentative de vol, violation d'une ordonnance restrictive, intimidation de témoins. L'avocat de mes parents a essayé de présenter cela comme un malentendu familial, mais les preuves étaient accablantes. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai parlé clairement de la découverte de mes parents dans ma maison, de la confrontation qui a suivi, et du schéma de manipulation qui avait conduit à ce moment. Je n'ai ni embelli ni exagéré. La vérité était assez accablante. Le témoignage de Tiffany a suivi, avec les messages textes et les enregistrements versés au dossier. La grossesse fabriquée, les motivations financières, la tromperie calculée, tout a été mis à nu dans le langage clinique du tribunal.
La défense de mes parents s'est effondrée lors du contre-interrogatoire. Mon père a admis qu'ils étaient entrés dans ma maison sans permission, mais a insisté sur le fait qu'ils avaient une propriété partielle en raison de leur contribution à l'apport. Lorsqu'on l'a pressé au sujet du changement de mes serrures sans consentement, il est devenu agressif, révélant le sentiment de droit qui avait motivé leurs actions. Ma mère s'est effondrée pendant son témoignage, alternant entre les larmes et les accusations de colère sur ma trahison de la famille. Lorsque le procureur a demandé directement si elle croyait avoir le droit de donner ma maison à mon frère, elle a répondu par un « oui » provocateur. Cela a semblé surprendre même leur avocat. Le procès civil revendiquant la propriété partielle de ma maison a été rejeté avec préjudice, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas le déposer à nouveau. Pour les accusations criminelles, mes parents ont été déclarés coupables d'effraction et de cambriolage, de tentative de vol et de violation d'une ordonnance restrictive. Compte tenu de leur âge et de l'absence de casier judiciaire antérieur, le juge les a condamnés à 2 ans de probation, des travaux d'intérêt général, un suivi psychologique obligatoire et le remboursement des dommages causés à ma propriété. Il leur a également été ordonné de maintenir une distance d'au moins 100 yards de moi et de ma maison indéfiniment. Alors que le juge rendait le verdict, j'ai vu le visage de ma mère s'effondrer. Mon père regardait droit devant lui, la mâchoire serrée dans un entêtement familier. Il s'attendait à ce que la loyauté familiale les protège des conséquences, et la réalité de leur situation semblait les frapper pour la première fois. À l'extérieur du palais de justice, Tiffany s'est approchée de moi avec hésitation. « Est-ce que c'est fini maintenant ?» Légalement, oui. Émotionnellement. J'ai haussé les épaules, incapable d'articuler le mélange complexe de soulagement, de chagrin et d'épuisement que je ressentais. « Je retourne à Minneapolis la semaine prochaine », a-t-elle dit. Un nouveau départ. Ça semble être une bonne idée. Merci pour ton aide. Elle a hoché la tête. C'était la bonne chose à faire. J'espère. J'espère que ton frère obtiendra l'aide dont il a besoin. Moi aussi. Les semaines qui ont suivi ont été étrangement calmes. Je me suis jeté dans la restauration de ma maison, repeignant les pièces qui avaient été endommagées lors de la tentative de déménagement, remplaçant les objets qui avaient été cassés et me réappropriant les espaces qui portaient désormais des souvenirs douloureux. Ma famille élargie s'était largement tue après le verdict du tribunal, ne sachant comment procéder alors que la dynamique familière de « Gavin a besoin d'aide, Anna comprendra » avait été si décisivement brisée. Quelques cousins et ma tante Suzanne m'ont contacté avec des messages de soutien, mais beaucoup semblaient attendre de voir de quel côté le vent tournerait. 3 mois après le procès, j'ai reçu une lettre du centre de réhabilitation de Gavin. Une partie de son programme de rétablissement consistait à faire amende honorable. Sa lettre était réfléchie et dépourvue de la manipulation qui avait caractérisé la communication de notre famille pendant si longtemps. J'apprends à assumer la responsabilité de mes actes sans attendre que les autres me sauvent, a-t-il écrit. Je n'attends pas le pardon, mais je veux que tu saches que je reconnais le mal que j'ai causé et que je m'engage à changer les schémas qui y ont conduit. Je lui ai répondu avec prudence, soutenant son rétablissement, mais en étant clair sur mes limites. Nous aurions besoin de reconstruire la confiance progressivement, si tant est que ce soit possible. Mes parents étaient plus problématiques. Malgré l'ordonnance du tribunal exigeant un suivi psychologique, ils semblaient résistants à une véritable introspection. Les quelques messages qu'ils ont envoyés par l'intermédiaire de connaissances communes portaient encore des sous-entendus de « Nous avons fait ce que tous les parents feraient, et un jour tu comprendras ». J'ai maintenu mes distances, me concentrant plutôt sur la reconstruction de ma propre vie. Les batailles juridiques étant derrière moi, j'ai porté mon attention sur des aspects longtemps négligés de mon bien-être. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les enfants adultes de parents manipulateurs. Trouvant du réconfort dans les expériences partagées et les stratégies pour établir des limites saines, j'ai renoué avec des amis dont je m'étais éloigné pendant la crise familiale, reconstruisant un réseau social indépendant de ma famille biologique. Mon patron, Richard, qui avait été d'un soutien inattendu tout au long de l'épreuve, m'a offert l'opportunité de diriger un nouveau projet au travail, un vote de confiance qui m'a aidé à restaurer mon estime de moi professionnel. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire qui a allégé la pression financière des frais de justice. 6 mois après le procès, par un samedi d'automne frais, j'ai organisé une pendaison de crémaillère, ou plutôt une fête de réappropriation. Megan, Stéphanie, des collègues de travail et des membres de mon groupe de soutien se sont réunis dans mon jardin pour un barbecue. Même tante Suzanne est venue, apportant une plante d'intérieur et une carte qui disait simplement « Fier de toi ».
Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Stéphanie est restée pour aider à nettoyer. Ton jardin est magnifique, a-t-elle commenté, admirant les nouvelles plates-bandes que j'avais plantées ce printemps. Tout cet endroit semble différent maintenant. Il me semble à nouveau mien. Je suis d'accord. Pendant un moment, je me suis demandé si je devais le vendre et recommencer ailleurs, mais j'avais l'impression de les laisser gagner en quelque sorte. Je comprends ça. C'est ta maison. Tu t'es battu pour elle. Plus tard, seul dans la maison silencieuse, j'ai réfléchi au parcours de l'année écoulée. La douleur n'avait pas complètement disparu. Je doutais qu'elle le fasse un jour. La perte de ce que j'avais pensé que ma famille était ou pouvait être me faisait encore mal dans les moments calmes. Mais à côté du chagrin, quelque chose de nouveau avait grandi, une certitude profonde en mon droit de me protéger, mes limites et ma maison. La connaissance que l'amour n'exige pas le sacrifice du respect de soi. La compréhension que la famille devrait soutenir plutôt qu'exploiter. La leçon la plus précieuse avait été d'apprendre à reconnaître la différence entre la culpabilité et la responsabilité. Je pouvais reconnaître la tristesse pour la situation de mes parents et de mon frère sans assumer le fardeau de les réparer à mes propres dépens. Ma maison se dressait solide autour de moi. Des murs que j'avais défendus, des espaces que je m'étais réappropriés. Dehors, les rosiers que j'avais plantés il y a 3 ans prospéraient, leurs dernières fleurs visibles à la lumière du porche. J'avais pris racine ici, au sens propre comme au figuré, et ces racines s'étaient avérées assez solides pour résister à la tempête. Alors que je me préparais à me coucher, mon téléphone a sonné avec un texto de Gavin. 6 mois de sobriété aujourd'hui, un jour à la fois. J'espère que tu vas bien. J'ai répondu simplement, fier de toi. Continue comme ça. Ce n'était pas exactement le pardon. Cela prendrait plus de temps et de preuves de changement de comportement. Mais c'était une reconnaissance de son effort. Un petit pont sur le gouffre qui s'était ouvert entre nous. Le chemin vers la guérison des relations familiales serait long et incertain. Certains ponts ne seraient peut-être jamais reconstruits, mais j'avais trouvé un terrain solide sur lequel me tenir, et pour l'instant, c'était suffisant. Avez-vous déjà eu à fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille qui ne respectaient pas votre indépendance? J'adorerais entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires sur la manière de surmonter les défis familiaux et de trouver votre force. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message sur l'importance de se défendre, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec eux. Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère qu'elle vous apportera un certain réconfort en sachant que vous n'êtes pas seul si vous avez fait face à des luttes similaires avec les attentes familiales.